Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le Sénégal s'enrichit d'un Conseil national de la statistique. La structure est chargée d'approuver le programme national d'activité statistique et de traiter les questions relatives au système d'information de services publics. Nous en parlerons avec Aboubakar Sedir Bey, le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et président du comité technique des programmes statistiques. La période des mangues a déjà commencé. Le marché commence à être bien approvisionné un peu partout dans la ville. Les étals des petits commerces sont décorés de mangues. La rubrique santé s'intéresse ce soir à la chirurgie à cœur ouvert. L'acquisition d'une unité de coronarographie a amélioré la prise en charge des malades du cœur. Nos cardiologues et les chirurgiens peuvent désormais faire sur place des interventions qui nécessitaient des évacuations vers l'étranger. Et puis, ce 11 mai est célébré l'anniversaire de la disparition de Bob Marley, le pape du reggae. Si les anciens ont vécu avec les sons de Marley, qu'en est-il de la jeune génération? Que connaissent-ils de son histoire et de sa musique? Nous verrons tout ça dans ce 20h. Mais tout d'abord, sachez que le président de la République a quitté Dakar ce matin à destination de Kigali, dans la capitale rwandaise. Le président Macky Sall va prendre part à la 26e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique, qui verra la participation de plusieurs chefs d'État et hommes d'affaires. Cette rencontre a pour thème connecter les ressources africaines à travers la transformation numérique. À l'ordre du jour figurent également les partenariats innovants susceptibles d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et d'accès à l'énergie du continent. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre et quelques personnalités civiles et militaires. Le chef de l'État, qui a reçu un envoyé spécial de son homologue camerounais, le président Paul Biya, il est porteur d'un message qui met l'accent sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Dakar et Yaoundé, une coopération qui s'étend également au volet transport aérien. Écoutons à ce sujet le ministre camerounais des Transports au micro de Pape Biram Bigandiaï. J'étais porteur d'un message de son frère et ami, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, auprès de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mais naturellement, je ne peux pas vous dévoiler la teneur de ce message. Mais en revanche, je puis vous dire que nos échanges ont porté sur la coopération bilatérale et les échanges, n'est-ce pas, auxquels se livrent deux chefs d'État qui se connaissent bien, qui entretiennent une relation privilégiée, et entre deux pays qui, depuis les premières années de l'indépendance, entretiennent des relations d'amitié et de fructueuse coopération qui sont excellentes. J'ai eu notamment à transmettre au président Macky Sall la gratitude et la reconnaissance de son frère et ami, le président Paul Biya, pour l'honneur qui a été fait au Cameroun, à l'occasion de la FIDAC, d'avoir été désigné comme invité d'honneur. Et puis, nous avons au Sénégal, le Cameroun a au Sénégal, une importante communauté, et le président de la République, son Excellence Paul Biya, a également insisté pour que je transmette toute son appréciation et sa reconnaissance pour l'encadrement tout à fait attentionné dont cette communauté fait l'objet. Nous avons également évoqué des questions qui sont liées à l'évolution de nos compagnies de transport aérien, notamment pour souligner que des efforts sont faits de part et d'autre pour restructurer ces compagnies
dans le but, dans l'avenir, de faire en sorte que les échanges entre Dakar et le Cameroun puissent se reprendre. L'APIX reprend ce mercredi de l'investissement en collaboration avec la RTS. L'implication permanente du chef de l'État et du secteur privé dans l'attractivité de la destination Sénégal est mise en exergue. Une attractivité confortée par les missions retour des représentations diplomatiques installées au Sénégal et qui mettent en valeur la vitalité de notre diplomatie économique, nous dit Damsila. Le chef de l'État, Macky Sall, s'implique personnellement et tout au long de l'année dans la promotion de la destination Sénégal, avec toute la vitalité de notre diplomatie économique. C'est dans ce cadre qu'il préside des forums à l'international et permet ainsi à l'APIX de capter des investisseurs qui sont de plus en plus nombreux à choisir le Sénégal pour s'installer grâce au dynamisme de nos administrations et des représentations diplomatiques à l'image de celle de l'Espagne et de la République tchèque. Le Sénégal compte avec le plan Sénégal émergent, qui est le cadre que tous les investisseurs potentiels dans n'importe quel pays envisagent à avoir, c'est-à-dire une planification, une stratégie de développement, de croissance économique avec des secteurs très bien dessinés. Le 3 juin 2016, à Las Palmas, au siège de Casa Africa, on va organiser, nous sommes en train d'organiser une première pour l'Espagne en tout cas. C'est une rencontre triangulaire, Espagne, Maroc, Sénégal, pour étudier, bien connaître les opportunités d'affaires pour les entreprises espagnoles avec partenariats sénégalais et marocains dans les secteurs suivants, de l'énergie, de la logistique et des zones industrielles, de l'eau et assainissement et des aliments et des boissons. Nos relations sont devenues depuis très dynamiques. Du coup, ça a augmenté un peu l'intérêt des investisseurs et des entrepreneurs tchèques vis-à-vis du Sénégal. La preuve, maintenant, c'est l'arrivée de notre ministre d'Agriculture qui est accompagné par une délégation représentant le vice-ministre des Affaires étrangères et surtout où il y a 25 investisseurs, entrepreneurs, commerçants tchèques. Toute cette prise en charge de l'attraction des investisseurs s'adresse à des supports et outils de communication dédiés et mis à disposition par la direction de communication de l'APIX. Nous nous organisons donc continuellement pour les recevoir dans le meilleur traitement de l'information qui leur est due, avec un site dédié sur www.investinsenegal.com, une plateforme de traitement de leur information sur info@apix.sn, un numéro de téléphone inscrit sur le site et bien sûr l'adresse physique même de l'APIX à la rue Mohamed V où les investisseurs sont accueillis sans rendez-vous et toutes leurs préoccupations sont ainsi prises en charge au moment où ils arrivent. L'attractivité de la destination Sénégal est un effort permanent pour attirer des investisseurs et surtout les retenir. En 2015, le Sénégal a enregistré plus d'arrivées d'investisseurs que n'importe quelle autre année. Voilà qui nous permet de reparler de Diamniadio, quelques syllabes chantantes en bout de terre à la lisière de Dakar, autrefois laissée au baobab et autres épines rustiques. Diamniadio, un espace en pleine mutation qui est en train de se constituer en cadre de vie et de production. Pourtant, depuis toujours, le lieu a symbolisé no man's land sur les marches de Dakar. Dans son histoire récente, le Sénégal a connu des projets de création urbaine. Aucun d'entre eux n'avait jusque-là abouti. Celui-ci s'accomplit. Diamniadio annexe ou ville connexe de Dakar. C'est une chronique signée Omar Diaw. Dans l'imaginaire de nombreux Dakarois, Diamniadio c'est la dernière brousse aux abords de la capitale. En quelques mois, la plaine de baobab séculaire sur des sols calcaires a complètement changé de physionomie. Le goudron trace les routes, le béton structure les édifices, les néons vont illuminer. En ces lieux qui s'humanisent déjà, les délais s'apprécient sur le court terme alors qu'ailleurs, les chantiers traînent en longueur, s'arrêtent pour repartir s'ils ne sont pas abandonnés. Sur le millier d'hectares de Diamniadio, une zone urbaine autre est en train de voir le jour. Comment une réserve foncière aussi stratégique a-t-elle pu échapper à l'appétit des spéculateurs? Trouver un espace vacant de cette étendue dans la région de Dakar, qui ne fait que 0,3% du territoire national, semble relever d'un coup de chance. La chance seule, si elle existe, ne suffit pas, car au-delà de disposer de terrains vierges d'occupation, il fallait un projet de mise en valeur qui ne soit pas qu'immobilier, car c'est le plus simple. Diamniadio, tel que pensé et en cours de réalisation, présentera toutes les fonctions et commodités d'une ville de son temps. Administration, services, habitat et loisirs. Dakar a mis près d'un siècle pour passer de ses paillotes à ses premiers immeubles. Et dans l'histoire du Sénégal, c'est la première fois qu'une ville se crée de toutes pièces.
Au fait, s'agit-il d'une ville à part ou d'un adventice de Dakar? La grande agglomération s'entend. Ce qui est sûr, c'est que si du point de vue spatial il n'y aura pas de discontinuité, il est clair que Diamniadio aura une identité spécifique. Certes, le projet accentuera la macrocéphalie de l'Ouest sénégalais, mais il aura le mérite d'exister et d'inspirer pour éventuellement être répliqué. Wade avait eu l'idée d'une ville sur les rivages de l'Ampoule. Senghor, avant lui, avait rêvé de Keur Fara Pahlavi, l'épouse du Shah. Ces projets de ville ont eu un destin différent de Diamniadio. La vie n'est qu'une succession d'héritages, de legs et d'expériences qui charpentent l'histoire des peuples. Diamniadio, annexe ou ville connexe de Dakar, une chronique signée Omar Diaw. La 11e édition du sommet mondial sur la société de l'information a pris fin. Les 1500 délégués issus de 140 pays ont élaboré et adopté des axes de réflexion et des actions à mener pour réduire le gap numérique pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Pour le Sénégal, le SMSI 2016 a été une expérience enrichissante. Envoyés spéciaux à Genève, Aliou Ndiaye et François Seck. Plus grand rassemblement annuel de la communauté TIC pour le développement, cette 11e édition du sommet mondial sur la société de l'information était l'occasion de décortiquer plusieurs problématiques. Des problématiques sur les différentes fractures. On parle de fractures numériques entre les pays pauvres, les pays en voie de développement et les pays industrialisés. On parle de fractures entre les hommes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont 21% moins de chances pour accéder à l'Internet. On parle de la fracture de la connaissance et de la technologie. Parce que qui n'a pas Internet aujourd'hui subit encore la fracture technologique et la fracture donc de la connaissance. Et ces travaux ont montré que l'Internet des objets va générer plus de 128 milliards de dollars en 2030. Dans un élan participatif et inclusif, le SMSI 2016 a mis l'accent sur la construction des sociétés du savoir en favorisant la liberté d'expression, la gouvernance et la sécurité de l'Internet. Pour l'Afrique, la mise en synergie de toutes les forces est souhaitée pour assurer une formation efficiente des ressources humaines. C'est le fait d'être en symbiose avec des autres pays africains pour développer une vision commune. Et là, je lance un appel, je sais qu'il sera entendu, à son Excellence Monsieur le Président de la République, de continuer son leadership vraiment dans le domaine de la technologie, parce que pour la première fois, nous avons la possibilité de nous développer grâce aux ressources générées par le numérique. Pour le Sénégal, ce sommet pose les jalons d'un saut qualitatif pour être au rendez-vous des objectifs de développement durable. On va accorder une importance particulière, pas seulement les contenus, mais également lutter contre ce qu'on pourrait appeler l'analphabétisme numérique, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui à travers le monde qui n'ont pas la possibilité d'utiliser ces technologies parce qu'elles n'ont pas eu la chance. Comme le disait l'économiste indien, la capacité, donc elles ne sont pas capables de lire aujourd'hui ou d'écrire. Là aussi, les programmes sont en cours. L'UIT est disposée à accompagner les différents pays, notamment les pays africains, mais au niveau aussi africain, le défi aujourd'hui, c'est de voir comment booster l'industrie des TIC et aussi mobiliser des ressources. Les gouvernements vont prendre les mesures nécessaires. Et au niveau du Sénégal, nous travaillons en tout cas dans ce sens-là, pour véritablement, comme le veut le président de la République et comme on l'a défini au niveau du PSE, que l'industrie du TIC soit un moteur de croissance et de développement. Cette année, 18 lauréats ont été récompensés pour leurs actions en faveur d'une société de l'information accessible à tous. Rendez-vous est pris en juin 2017 pour la 12e édition. En 2015, la Direction générale des impôts et domaines franchissait pour la première fois la barre des 1000 milliards de recettes. Pour 2016, la barre est encore plus élevée, avec un objectif de 1115 milliards de recettes sur lesquelles l'État compte pour son projet d'émergence. Tout repose cependant sur les contribuables qui sont encore à sensibiliser à l'AMNAO. Les 1032 milliards de recettes de la DGID, bien qu'historiques, bien que représentant les 2/3 des recettes fiscales de l'État, sont désormais derrière l'institution. L'addition est devenue plus lourde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons quitté 1032 milliards de réalisations en 2015. L'objectif qui nous est assigné dans le cadre du budget de l'État, c'est de faire 1115 milliards. Et nous pensons, Inch'Allah, pouvoir l'atteindre. Nous avons utilisé la même démarche que celle de l'année dernière, mobilisation de l'ensemble des services, mais cette année, nous avons accentué la communication, parce que l'impôt ne vaut que si les contribuables payent. Avec une croissance économique plus importante, tout porte à croire que l'objectif ne sera pas difficile à atteindre,
Mais il reste mécanique. Le contribuable peut grandement faire pencher la balance. Nous appelons tous les contribuables à venir payer, parce que le système il est déclaratif. Tout titulaire de revenus doit pouvoir donner sa part contributive pour le développement de ce pays. Je rappelle que les impôts collectés servent à couvrir des dépenses publiques, à couvrir des dépenses de sécurité, à couvrir des dépenses d'infrastructure, des dépenses d'éducation, l'ensemble de ces services que l'État offre aux usagers que nous sommes. La structuration de la mobilisation des ressources internes a changé depuis des décennies au Sénégal. Les impôts deviennent de plus en plus le levier phare. Le contribuable doit le comprendre et consentir à contribuer. Au départ, c'est les droits de douane, c'est-à-dire les droits qui sont liquidés sur le commerce extérieur qui prenaient le pas sur les recettes intérieures. Tel a été le cas jusqu'au milieu des années 90, suite à la mise en place du tarif extérieur commun qui a baissé de manière drastique les droits de douane, et au développement industriel aussi du Sénégal, les ressources intérieures ont pris le pas. Et grâce à la mise en place d'une taxe sur la valeur ajoutée qui commence à être très productive. La sensibilisation reste de mise, les réformes aussi, elles n'ont jamais fait défaut. Avant on disait bureau des taxes indirectes, bureau des impôts directs. Non, ça ne sert à rien de suivre un impôt, il faut suivre le contribuable. Ce n'est pas les vaches qui payent l'impôt sur les vaches, c'est le propriétaire de la vache qui paye l'impôt sur la vache. Donc c'est le propriétaire qu'il faut suivre. Et à partir de ce moment, on s'est organisé autour du contribuable. Rien ne se perd, rien ne se crée, comme on dit en chimie, pour dire simplement, tout ce que vous payez, considérez que vous contribuez à l'émergence de votre pays. Le contribuable, lui, encore et encore, jusqu'à ce que s'acquitter de son impôt devienne un réflexe. C'est demain l'installation du Conseil national de la statistique et du comité technique des programmes statistiques placé sous l'autorité du chef du gouvernement. Ce conseil est chargé d'approuver le programme national d'activité statistique, de traiter toutes les questions relatives au système d'information des services publics, entre autres missions. Une présentation du conseil avec Mama Moussania. C'est un décret présidentiel qui crée le Conseil national de la statistique. Il précise les attributions de l'organe. Parmi celles-ci, l'approbation annuelle du programme national d'activité statistique en veillant à ce que les services et organismes concernés disposent des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à leur réalisation. L'autorisation de l'exécution des opérations statistiques à caractère d'urgence non prévues au programme annuel est donc pourtant l'importance et d'une grande nécessité pour le développement socio-économique et social du Sénégal et l'adoption du rapport annuel d'exécution du programme d'activité statistique. Placé sous l'autorité du Premier ministre, le Conseil national de la statistique est composé d'un représentant de la présidence de la République, des représentants du ministère, du Conseil économique, social et environnemental, de l'Assemblée nationale, de l'Agence nationale de la statistique, de la démographie, des directeurs des écoles nationales supérieures de formation statistique, de la Banque centrale, des chambres consulaires et des métiers. Dans cet organe, les organisations patronales, les centrales syndicales des travailleurs ont également leur place. En même temps, toute personne ressource pour ses compétences peut être invitée. Des membres nommés par le Premier ministre. À côté du Conseil national de la statistique, existe un comité technique qui prépare les dossiers et assure le suivi des décisions. Pour aller plus loin sur la question, nous avons sur ce plateau le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et président du comité technique des programmes statistiques, Aboubakar Sedir Bey. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons vu donc la présentation de ce conseil qui sera présidé par le Premier ministre. Quelle est son importance de cette instance, donc l'importance de cette instance? Je vous remercie. Le Conseil national de la statistique, comme vous l'avez bien dit dans le reportage, est l'instance suprême de gouvernance de l'appareil statistique au Sénégal. Il est chargé de proposer au gouvernement la politique statistique de la nation. C'est un conseil national qui est présidé par le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et du plan en assure le secrétariat exécutif. C'est l'ensemble de ce CNS, de l'ANSD et de toutes les autres structures qui produisent des statistiques dans le pays, qui constituent le système statistique national. Vous l'avez dit, le CTPS, c'est en fait le bras technique
du Conseil national de la statistique qui regroupe les 119 structures que compte le pays et c'est organisé autour de 28 sous-comités. Et cette instance gère et programme les activités statistiques et demain, ce sera la deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique qui s'est réunie une première fois en mars 2011. C'est vrai que chaque année on doit tenir ce conseil, mais il y a eu un certain nombre de manquements entre-temps, mais aujourd'hui nous pouvons dire que voilà, donc les pendules sont remises à l'heure et que voilà, le Premier ministre va présider cette importante session demain en présence de son gouvernement, de tous les acteurs du système statistique national, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Vous avez parlé d'une session qui sera importante. Est-ce que vous pouvez nous dire justement où se situe l'importance pour le néophyte en termes de statistiques? Voilà, donc on peut parler d'abord de l'importance de la statistique. Pour un pays, c'est une nécessité de disposer d'un appareil de production de statistiques pour le suivi et l'élaboration des politiques de développement. On ne peut pas gérer un pays sans statistiques. Quelqu'un le disait, si vous ne savez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas la gérer. Et nous vivons dans un contexte extrêmement complexe. Ce conseil se déroule dans un contexte intéressant avec une demande exponentielle en données statistiques, mais c'est un contexte aussi qui est marqué par la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Ce plan Sénégal émergent qui ambitionne donc de positionner le pays à l'émergence d'ici 2035 a besoin d'une batterie d'indicateurs dans tous les secteurs pour pouvoir non seulement monitorer, mais créer les situations de référence et piloter. Mais c'est aussi un contexte qui est marqué par l'acte 3 de la décentralisation. Le Sénégal, c'est 552 communes. C'est donc des maires qui doivent gérer leur territoire communal, qui ont donc besoin d'informations statistiques pour piloter. C'est aussi un contexte qui est marqué par l'adoption des ODD, les objectifs de développement durable, avec 231 indicateurs qui devront être renseignés par l'appareil statistique national. 231 indicateurs dans tous les domaines. Il faut coordonner toutes ces activités. Il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine aussi. Donc l'Agence nationale de la statistique qui préside les CTPS et l'organe qui coordonne donc le système statistique national avec toutes les autres structures. Et c'est pour vous dire la charge qui pèse sur l'agence, mais sur les autres structures du système statistique national aussi. D'accord. Et cette coordination-là, comment cela va se faire? Voilà, ce qui va se faire, c'est qu'autour du Conseil national de la statistique, il y a un certain nombre de programmes qui sont définis pour les 5 années à venir, en plus d'un programme pluriannuel, un programme décennal d'enquête et de recensement. Tout ça est planifié autour des CTPS. Et demain, au niveau du Conseil national de la statistique, ces projets vont être présentés. La stratégie nationale de développement de la statistique qui prend relais sur le premier schéma directeur de la statistique qui était de 2008 à 2013. Nous allons faire le bilan de ce schéma directeur qui a été satisfaisant. On pourrait peut-être en parler. C'est ce schéma directeur qui nous a permis aujourd'hui et la réforme de 2004 qui nous a permis d'avoir des structures telles que la NSD mais aussi la DPE. C'est ce schéma directeur qui nous a permis d'avoir l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique qui forme les ressources humaines pour les besoins du système statistique national. Mais c'est le recensement général de la population de 2013,
c'est toutes les enquêtes autour de la pauvreté, les indicateurs que nous avons pour l'emploi. Et c'est ça qui nous a valu d'avoir un système crédible aujourd'hui. En Afrique, le Sénégal peut se targuer d'être parmi le peloton de tête en matière de production statistique, mais vraiment de production de qualité, donc avec une robustesse qui fait de nous aujourd'hui un des leaders en matière de production statistique dans le continent. D'accord, voilà qui nous amène justement à parler de la place de la statistique nationale dans le système africain international. Alors à ce qu'il paraît, vous voulez adhérer, l'ANSD, vous adhérez au NSDD du FMI. Tout à fait. Comment vous comptez y arriver? Tout à fait, tout à fait. Ça aussi, c'est nous allons donc présenter la stratégie et demander l'adoption de cette stratégie pour l'adhésion du Sénégal à la NSDD. La NSDD, c'est une norme qualité. C'est vraiment un saut qualitatif qui permettra au Sénégal d'être peut-être seulement le 4e pays dans le continent à adhérer à ce niveau. Et je dois dire aussi que adhérer à la NSDD a des implications en termes d'attraction des investissements directs étrangers et ça a aussi une influence sur les taux qui sont appliqués pour nos pays. Et pour nous, Agence nationale de la statistique et le système statistique national d'une manière générale, puisque les indicateurs qui sont suivis dans le cadre de la NSDD sont produits par l'ensemble du système statistique national, y compris la Banque centrale, y compris la Direction générale du Trésor, y compris la direction de la dette, tout ce qui tourne autour des aspects financiers. Donc, adhérer à la NSDD propulserait le Sénégal dans l'émergence que nous recherchons. Pour nous, Agence de la statistique et Système statistique national, ça nous permettrait d'être émergents avant 2035. Et nous ambitionnons d'être NSDD en 2017. Et nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour qu'en 2017, le Sénégal puisse remplir tous les critères. Mais vraiment, c'est des critères de transparence, c'est des critères de qualité, c'est des critères de couverture large de tous ces indicateurs et qu'il faut diffuser de façon régulière et mettre à la disposition non seulement du public au niveau national, des décideurs, mais au niveau international. Voilà, donc il y a la NSDD qu'on va présenter, mais nous allons présenter aussi le programme sur l'implémentation, sur l'élaboration de l'indice de pauvreté multidimensionnelle qui va permettre de monitorer encore une fois les performances du pays sur les conditions de vie des ménages. Aujourd'hui, nous mesurons la pauvreté que sur les aspects monétaires, mais nous voulons regarder la pauvreté sous toutes ces dimensions. Donc c'est tous ces ensembles, mais nous avons un programme extrêmement important aussi sur la gestion centralisée des ressources humaines qui consiste à doter l'ensemble des secteurs de production statistique de ressources humaines, de statisticiens qui vont aider à la production. Et nous aurons une phase test qui va consister à donc, dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, l'emploi, le tourisme, la justice et la culture, nous allons donc demander l'autorisation au Conseil national de la statistique de nous permettre de déployer des statisticiens formés à l'NSAE, donc d'être dans ces structures pour appuyer la production des statistiques. D'accord. Je rappelle, M. Bey, que ce Conseil national de la statistique, c'est demain au King Fahd Palace. Il sera présidé par M. le Premier ministre. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Je rappelle à nos téléspectateurs que M. Aboubakar Sedir Bey est le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et le président du comité technique des programmes statistiques.
L'intégration des changements climatiques dans les programmes scolaires et éducatifs au Sénégal a fait l'objet d'un atelier. Il s'agit pour le ministère de l'Environnement de travailler avec le ministère de l'Éducation pour intégrer des matières liées à la problématique des changements climatiques au niveau du cycle moyen et de l'élémentaire dans les programmes. Louise Vizza. Le ministère de l'Environnement veut révolutionner en profondeur la manière de penser et d'agir. Une matière scolaire qui enseignerait les changements climatiques dans les lycées et collèges, un défi de taille. Ce challenge nécessite une révision des programmes d'enseignement et des objectifs d'apprentissage. Donc l'objet de cette rencontre, c'est en fait de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour engager davantage le processus d'intégration dans les programmes éducatifs et scolaires, en fait la problématique des changements climatiques, en faire des matières qui seront enseignées parce que c'est la meilleure façon pour pouvoir inculquer aux enfants et donc aux générations futures en fait cette prise de conscience qu'il faut que le monde s'inscrive sur une trajectoire d'émissions sobre en carbone, une trajectoire sobre en carbone. Donc il faut que les comportements changent avant tout. En clair, il s'agit d'enseigner et d'apprendre au sujet des changements climatiques, de la réduction des risques de catastrophes et de la biodiversité. Et en fait qu'au Sénégal, le climat est enseigné au niveau de l'enseignement supérieur, mais pas au niveau de l'enseignement élémentaire et moyen. Donc on va voir si vraiment il y a des nécessités de voir s'il faut au moins le faire au niveau de l'enseignement moyen, pourquoi pas au niveau de l'enseignement élémentaire, pour l'intégrer comme une problématique carrément, comme une matière. Ben, on verra, ce sera une matière de la SVT, de la géographie, qu'on enseigne la problématique du climat, qu'on dise c'est quoi en fait, pourquoi le climat se réchauffe, pourquoi il y a des perturbations climatiques, en fait voir en réalité quelles sont les conséquences, voir quelles sont les causes anthropiques. La feuille de route qui est attendue à l'issue de l'atelier va aider à sensibiliser dès le plus jeune âge les citoyens sur les causes et les effets à faire face. La finalité est de responsabiliser davantage les jeunes pour la préservation de l'environnement. La gendarmerie nationale a opéré une nouvelle saisie de 22 000 tonnes de riz impropre à la consommation. C'est encore les marques Rambo, Doudoy ou Darussalam qui sont en cause. Ce riz devrait être écoulé dans les zones rurales. Les populations sont appelées à faire preuve de vigilance. Fatou Diouf. Du riz samouraï destiné au bétail et à la volaille, impropre à la consommation humaine. 22 690 tonnes au total ont été saisies par la gendarmerie nationale. Sa valeur, 6 milliards de francs CFA. Après moult recherches, l'entrepôt est localisé à la ZAC de Mbao. Sur place, un groupe d'individus mal intentionnés s'affaire au reconditionnement et pourtant ce riz est déclaré impropre à la consommation. Il est clair que sous nous, ce que nous avons vu ici, la destination de ce produit-là laisse à penser que les gens veulent détourner ce que nous avions autorisé en tant que tel. C'est pourquoi aujourd'hui, le constat il est là. Des sacs dépréciés qui étaient considérés comme aliments de bétail, vendus comme aliments de bétail et de volaille, qui étaient destinés comme tels, que ces gens-là ont acheté dûment et qui sont en train de reconditionner dans d'autres sacs. Apparemment des sacs tout neufs. Grâce à la vigilance des forces de sécurité, ce riz n'arrivera pas à destination des zones rurales. C'est un sujet indien qui les avait importés de son pays. Et cette opération a été bouclée et 2 personnes ont été arrêtées. Un sujet indien et un sujet sénégalais qui ont été mis entre les mains de la justice. Et la saisie opérée à la ZAC de Mbao est toujours conservatoire et on y a mis une garde actuellement qui est en train de sécuriser le produit saisi. Alors, vigilance chez les populations sur les riz achetés au marché. C'est l'occasion encore une fois d'appeler l'attention des populations, surtout des populations rurales, parce que ces messieurs ne vont pas commercialiser ce riz ici à Dakar. Ce n'est qu'en zone rurale qu'ils vont conduire ça, essayer de tromper la vigilance aussi bien des forces de sécurité que des populations rurales et se faire de l'argent. Tcharoï 46 000 tonnes, Birkilane 40 tonnes et aujourd'hui Zac de Mbao 22 000 tonnes. Il y a de quoi avoir peur. Alors il incombe à la population de dénoncer ces pratiques pour permettre aux forces de l'ordre de réussir d'autres opérations.
Dans la rubrique santé, l'acquisition d'une unité de coronarographie a sensiblement amélioré la prise en charge des malades du cœur. Les cardiologues et les chirurgiens peuvent désormais offrir toutes les possibilités de traitement, même pour des cas complexes qui nécessitaient souvent une évacuation vers l'étranger. Notre équipe a assisté à une chirurgie à cœur ouvert, un reportage exclusif signé Pape Belem et Moubalé. Ce type d'opération appelée chirurgie coronarienne n'est pas un acte courant à Dakar. Pour ce cas précis, l'équipe chirurgicale vient de France. Ce genre d'intervention nécessite souvent une évacuation au Maghreb ou en Europe. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est qu'au lieu d'aller travailler ailleurs, de venir opérer ces malades au Sénégal. Parce qu'il m'est arrivé d'opérer les mêmes malades sénégalais en France. L'intervention a nécessité pas moins de 4 heures sans répit pour soulager un cœur en souffrance. Avec des gestes coordonnés et bien rodés, un pontage est réalisé sur le cœur du malade. C'est un acte qu'on fait chez les malades qui ont des sténoses coronariennes. Les malades qui ont des sténoses au niveau de ces vaisseaux coronaires ont des douleurs au niveau de la poitrine, vont présenter dans le futur ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque et ils peuvent faire ce qu'on appelle des morts subites. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des morts subites au Sénégal sont liées effectivement à ces maladies coronariennes. Pour une pathologie comme ça, l'acte est divisé en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'on prélève ce qu'on appelle les greffons. Et le problème, c'est des petites artères qui font 3 mm. Et pour les prélever, il faut les prélever de façon minutieuse, pour que ça garde toute leur souplesse et que ça débute bien. Le deuxième acte, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. C'est-à-dire que le cœur, pour avoir accès, c'est un ballon qui est rempli de sang. Et pour travailler dessus, on a besoin de l'arrêter, de le protéger. Et pendant qu'on l'arrête, il y a une machine qu'on appelle la circulation extracorporelle qui prend le relais. Et le troisième acte et dernier, c'est de faire l'acte principal, c'est-à-dire le pontage. Cet acte a pu se faire grâce à un diagnostic bien précis. L'acquisition d'une unité de coronarographie en 2015 par l'hôpital Aristide Le Dantec y contribue. À l'issue de la coronarographie, il y a plusieurs alternatives. Soit on dit que la coronarographie est normale, les artères ne sont pas bougées, donc le malade peut se lever et puis partir. Soit on dit qu'il y a 1, 2 ou 3 artères qui sont bouchées. Et le cardiologue en ce moment-là regarde, selon ses possibilités, s'il peut déboucher ses artères coronaires, ce qu'on appelle l'angioplastie. Maintenant, il peut arriver aussi que les lésions soient multiples. Et en ce moment-là, on appelle le chirurgien cardiaque et puis lui demander ce qu'il en pense. Et le chirurgien va dire, bon, je peux ponter ici, je peux ponter là, je peux ponter là. En fait, le pontage, c'est un court-circuit de la lésion. Il y a une zone qui est bouchée et un chirurgien fait un court-circuit au niveau de cette lésion. Maintenant, il peut arriver aussi que le chirurgien lui-même dise que les lésions sont trop nombreuses et trop sévères et je ne peux pas les ponter. En ce moment-là aussi, on retourne au traitement médical. Ce qui montre que les 3 possibilités de prise en charge qui s'offrent à ce type de malade du cœur peuvent se faire au Sénégal, pourvu que certains aspects soient améliorés. Les autorités doivent s'investir aussi dans la fourniture d'équipements de plus en plus complexes, équiper les structures pour que la prise en charge puisse être effective. Et on doit travailler de plus en plus de concert avec le SAMU national. Les gens doivent avoir le réflexe d'appeler le SAMU, le 15-15, pour que l'intervention soit plus rapide. Parce que dans la prise en charge de la crise cardiaque, c'est une course contre la montre. Le traitement commence à la maison, dans la maison même du malade. Le malade est conditionné et dans l'ambulance, le médecin continue à travailler. Le diagnostic est fait, les premiers traitements sont faits et on arrive ici au niveau des soins intensifs. En dépit de toutes ces avancées, cardiologues et chirurgiens cardiaques mettent l'accent sur la prévention. Elle passe par l'adoption des messages qui insistent sur l'hygiène de vie, à savoir manger équilibré et pratiquer une activité physique régulière.
La rubrique santé de ce mercredi sur la chirurgie à cœur ouvert avec Oumou Baldé. Les 72 heures de consultation médicale gratuite de Podor ont été clôturées ce samedi. Plus de 1800 personnes ont été consultées et les médicaments gratuits, des consultations à domicile ont été aussi effectuées pour permettre aux malades qui ne peuvent pas faire le déplacement d'en profiter. C'est un reportage de Damsila. Les populations de Podor et environ ont rallié le quartier Souima pour bénéficier des consultations gratuites. Le président du conseil d'administration de l'IPRES, Mamadou Rassilsi, a mobilisé pendant 3 jours des spécialistes de la médecine pour apporter une assistance médicale aux personnes qui souffrent de maladies. Toutes les spécialités donc sont représentées. Autant la gériatrie, la médecine générale, la gynéco, la pédiatrie, la cardiologie, la kinésie, ainsi que l'odonto-estomatologie, les dentistes. Pour les personnes âgées déjà, les pathologies qui sont en tête, c'est souvent l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies de la prostate, les pathologies aussi dentaires, les pathologies oculaires et les pathologies rhumatologiques. Au total, 1800 personnes ont été consultées dans les journées médicales gratuites de Podor. L'initiative est fortement saluée par les bénéficiaires. Les consultations ne se limitent pas seulement à l'école élémentaire de Souima. Les médecins se sont déplacés jusqu'à certains domiciles pour soigner des malades, surtout les personnes du 3e âge. Le geste nous va droit au cœur. Nous souffrons de maladies et parfois les moyens sont venir jusqu'ici pour nous soigner. Acte ne peut être qu'une autre. La 5e édition des journées médicales gratuites a permis aux populations de Podor et environ de connaître leur état de santé. Les personnes qui souffrent de maladies sévères, l'IPRES va les prendre en charge. Les mangues commencent à se faire une place sur les étals des petits commerces un peu partout dans la ville. Ce n'est pourtant que le début de la période des mangues. Les populations sont-elles attirées par ces mangues? Comment se porte la vente de la mangue? C'est ce que Koura Sissé et Philomène Constance Diagne sont allés constater au marché syndicat de Pikine. Voici le reportage. Des manutentionnaires qui débarquent des caisses et des paniers remplis de mangues. Ces camionneurs viennent du centre et du sud du pays, du Mali entre autres, pour approvisionner le marché syndicat de Pikine. À l'arrivée, l'écoulement se fait en gros. Ce sont les coxeurs qui nous vendent les mangues qu'on gaze et qu'on revend aux clients. Au moment où est déchargée la marchandise, les fruitières font le tri pour leur achat. Les mangues arrivent petit à petit car ce n'est pas encore le moment. Les mangues que nous vendons viennent du Mali, de la Guinée et du Sine Saloum. Les prix sont abordables. On peut avoir la caisse à 10 000 francs, 11 000 francs, même à 9 000. Ça dépend. Si on nous vend la caisse à 7 000, en détaillant, on peut avoir 12 000. Nous les femmes, la vente de la mangue est bien plus avantageuse car on y gagne beaucoup. On n'a pas trop de pertes. À Syndicat, c'est l'embarras du choix. Plusieurs variétés sont sur le marché. Celle-ci s'appelle Kut, ça vient du Mali. Celle-ci, Bukodjeral. Celle-ci se nomme l'américaine. Celle-là est une mangue pomme. Celle-ci est une salée. À cette période du mois de mai, les mangues ne sont pas encore bien mûres à la cueillette. Certaines personnes évitent de les consommer. Beaucoup de gens disent que les mangues sont gazées à cette période, mais d'ici la période du Ramadan, les gens vont plus oser en prendre. Face à ce doute qui plane sur la qualité et le goût du fruit, les vendeurs rassurent quant au gazage fait sur les mangues. Selon eux, il n'est question que de couleur. La mangue est déjà mûre, on met du gaz juste pour changer la couleur de la mangue.
Parce que c'est un aspect important. Le gaz est vendu le kilo à 925 francs. 925. Pleine période ou pas, Syndicat est empli de l'odeur et de la couleur de la mangue qui domine. Certaines personnes s'en privent pas, même en pleine activité. 11 mai 1981, 11 mai 2016, 35 ans après son décès, le roi du reggae, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, est toujours célébré à travers le monde. Les témoins de son époque connaissent bien ce révolutionnaire de la musique, ce qui est loin d'être le cas pour la nouvelle génération. Ndeye Coumba Ndiaye et Ndeye Adja. Ans après son décès, le roi du reggae est toujours célébré à travers le monde. Les plus jeunes, même s'ils n'ont pas vécu à la même époque que Bob Marley, suivent quand même le rythme. No, 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 my no cry. No, my no cry. Get up, stand up for your life. Stand up for your right. One love. Let's get together and be alright. Ce sont d'ailleurs les rares chansons que ses élèves connaissent de Bob Marley, alors que ce dernier a un répertoire riche de près de 200 tubes, 200 millions de disques vendus à travers le monde. Il a des rastas, il chante. Les gens disent que, en plus les gens disent qu'il est jamaïcain. Parfois j'entends parler de lui, Bob Marley. Je sais qu'il fréquentait les Français, beaucoup de choses, mais je ne le connais pas du tout. Et ce, parmi la génération 90 qui écoute régulièrement les productions de Bob Marley, n'ont qu'une vague idée de l'idéologie du roi du reggae. J'écoute ses sons à chaque fois et quand je l'écoute, il m'inspire, franchement. Qu'est-ce qui t'inspire dans Bob Marley? En fait, c'est son histoire. Je l'ai écouté et franchement, ça m'a affecté. Et comme il était un Jamaïcain, et aussi, il chantait en groupe, parce qu'ils étaient en groupe. Bob Marley, il est connu partout, surtout en Afrique. Les Africains l'aiment bien. C'était quelqu'un qui était engagé, voilà, socialement et politiquement dans son pays et au niveau international, quoi. Révolutionnaire, il a été puisqu'il a dénoncé le négationnisme de l'homme noir et la falsification des cultures afro-américaines. Décédé le 11 mai 1981, on se souvient encore de Robert Nesta Marley chaque année, occasion pour les plus jeunes de faire connaissance avec celui qui a concilié le mouvement Rastafari et le reggae avec le reste du monde. Voilà, Bob Marley donc qui nous a quittés, c'était il y a 35 ans. Le secteur de l'art fait partie de ces nouvelles niches de croissance et de richesse pour les États et les acteurs s'il est bien organisé et encadré. Selon Siressi, économiste consultant, il est invité de l'émission Le Point. Il analyse la vie du secteur de l'art en Afrique et au Sénégal, prétexte la 12e biennale. Nous l'écoutons avec Ousmane Garifay. Nous en sommes à la 12e édition. Et la biennale, c'est tous les 2 ans. Ça veut dire que c'est 24 ans. Ouais. Entre-temps, on était dans un monde qui était dominé par ce qu'on appelle la guerre idéologique. Aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte de guerre froide, on est dans un contexte de marché, de globalisation du marché sur fond d'innovation technologique. Aujourd'hui, que les Occidentaux de manière globale, qui jusqu'ici n'ont pas reconnu ou ne reconnaissent pas la dimension de la contemporanéité de notre art, pour eux, les Africains ne sont... il n'y a d'art africain que de l'art tribal. Ça veut dire que les masques et les scatulètes. Et que les Africains jusqu'ici... Mais il y a quand même des Africains qui vendent aujourd'hui des tableaux qui coûtent cher sur le marché international. Justement, c'est là où j'ai envie de venir. La plupart d'entre eux vivent en Occident aussi. Tout à fait. Si nous continuons à organiser la biennale telle que nous l'organisons, sans pour autant l'adosser à un marché des arts. C'est un rendez-vous pour des fondations internationales, pour les risques. Tout à fait.